Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on met le cap sur le bassin d'Arcachon. Bonjour. Mais attention, on oublie tout de suite l'image d'Épinal, la carte postale. Ah oui, On va pas parler de la dune du Pilat, des plages bondées. Notre mission, c'est de regarder juste sous la surface, de déterrer un peu les histoires qui font la vraie richesse du territoire. et pour ça, notre guide est assez inattendu. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un documentaire, c'est un article de blog écrit par une conseillère en immobilier, Audrey Guillotot. C'est ça qui est intéressant. Et c'est justement ce qui est passionnant. Son métier, c'est d'évaluer la valeur des murs. Mais là, elle nous parle de ce qui est invisible, de ce qu'elle appelle les strates d'histoire qui se cachent sous nos pieds. C'est exactement ça qui m'a interpellé. L'idée que la valeur profonde d'un lieu, c'est pas le prix au mètre carré, c'est son épaisseur historique. Tout à fait. Alors on va creuser ensemble, et on commence là où on s'y attend le moins, en pleine forêt. Oui, Imaginez la scène. On se balade dans la forêt de la Teste, l'odeur des pins, tout ça. On est en pleine nature, et pourtant l'article nous dit qu'on marche littéralement sur des cimetières vieux de 3000 ans. oui, on passe à côté de ce qu'on appelle des tumulus, souvent sans même s'en rendre compte. D'accord. Ils ressemblent à de simples buttes de terre, un peu recouverts de végétation, mais en fait, ce sont des sépultures collectives monumentales qui datent pour la plupart de l'âge du fer. Attendez, sépulture collective, ça veut dire quoi concrètement? On y mettait toute une famille, un clan? C'est ça, les archéologues pensent qu'il s'agissait de lignées familiales, de clans. Et ce qui est fascinant, ce sont les rituels. Ah oui. Les défunts étaient inhumés en position fétale, recroquevillés, et toujours tournés vers l'est, vers le soleil levant. C'est une symbolique très forte. Oui, sans doute lié à une croyance en une forme de renaissance, un cycle de la vie. Donc c'était pas juste un endroit où l'on mettait les morts, c'était un lieu sacré, mais aussi politique en quelque sorte? Absolument, la fonction était double. Sacrée, bien sûr, mais aussi sociale. En érigeant ces monuments, qui étaient bien plus visibles à l'époque, une tribu disait en fait aux autres « Ici, c'est notre terre. Nos ancêtres sont là. » C'est un marquage de territoire. D'accord. La source cite l'exemple de la nécropole du Boz-Kaobé à Biganos, qui prouve bien cette occupation humaine très, très ancienne et déjà très structurée. C'est fou de se dire qu'on marche là-dessus. Mais la forêt raconte aussi une autre histoire, plus récente. L'article nous invite à regarder l'écorce des vieux pins. On y voit des cicatrices. Des entailles en V, oui, très régulières, ce sont les traces du gémage, Le gémage. la récolte de la résine de pin. Pendant plus d'un siècle, c'était l'industrie principale ici, bien avant le tourisme. La résine, on l'appelait l'or blanc. Ça a fait vivre des milliers et des milliers de familles. Et la source partage une anecdote très touchante à ce sujet, celle d'un ancien propriétaire dont le grand-père était résigné. Oui, il lui a décrit un monde qui a totalement disparu. Des familles entières qui vivaient dans des cabanes au cœur de la forêt, sans eau, sans électricité. Une vie rude, j'imagine. Très rude, entièrement rythmée par la récolte de la gemme. Mais c'était aussi une communauté très soudée. C'est toute une culture qui a été balayée en quelques décennies par la pétrochimie. Et j'imagine que ce patrimoine, ces arbres marqués, n'est pas protégé. Très peu, voire pas du tout, c'est un patrimoine extrêmement fragile. Chaque parcelle de forêt ancienne qui disparaît, c'est une page de ce livre d'histoire qui est arrachée. Et ça nous amène à une autre idée reçue sur le bassin. Oui, Celle qui voudrait que tout ait commencé au XIXe siècle, avec les premiers touristes. Or, l'histoire est bien plus ancienne. On parle de l'époque de l'Empire romain. exactement. Des fouilles au Teich ont mis au jour les vestiges d'une importante installation gallo-romaine. Une villa? On a d'abord pensé à une ville, mais on penche plutôt pour une exploitation commerciale. Peut-être un bassin de pisciculture ou un saloir. On a retrouvé des monceaux d'amphores, des pièces de monnaie, des outils. C'était un vrai site de production. Et le plus incroyable, c'est ce qu'ils exportaient. On s'attendrait à du vin, du sel, mais non, C'était déjà les huîtres. c'est pas vrai. Si, dès le IVe siècle après Jésus-Christ, on a la preuve que les huîtres du bassin étaient exportées, probablement via Bordeaux, jusqu'en Italie pour les tables des patriciens romains. Donc, l'image de marque du bassin, ce produit de luxe, a littéralement 2000 ans. Ce n'est pas une invention marketing. C'est une lignée quasi ininterrompue. On parlait à l'époque d'une espèce endémique, la gravette, une huître plate très réputée. Qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a été décimée par une maladie au début du XXe siècle, malheureusement, mais la tradition, elle, est restée. L'ostréiculture moderne s'est inscrite dans ce temps très long, dans ce que la source appelle un territoire nourricier millénaire. Le bassin a toujours nourri les siens et bien au-delà. C'est fascinant.
Mais passons à un patrimoine beaucoup plus visible et qui raconte une histoire tout aussi folle, l'architecture. Et là, on pense tout de suite à la ville d'hiver d'Arcachon. Oui, un cas d'école. On voit ça comme un caprice de riches bourgeois avec ses villas extravagantes. Mais l'origine est beaucoup plus pragmatique. Ah bon? Le projet est né dans l'esprit de deux financiers, les frères Pereire, en 1863. Et leur but n'était pas de créer un lieu de fête. Non, Pas du tout. C'était de créer une station climatique pour soigner la tuberculose. la tuberculose. Oui, le grand fléau du 19e siècle. Les théories médicales de l'époque pensaient que la combinaison de l'air marin et des odeurs de pin avait des vertus curatives pour les poumons. La ville d'hiver, c'était un immense sanatorium à ciel ouvert. Une seconde. Mais est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce qu'on a des preuves que ça guérissait les gens ou c'était juste un argument marketing de génie pour vendre du terrain? C'est une excellente question. Scientifiquement, l'effet curatif n'a jamais été prouvé comme il l'espérait. Mais pour le confort des malades, c'était révolutionnaire. Respirer en air pur, loin de la pollution des villes, ça a amélioré leur qualité de vie. C'était donc à la fois un projet médical sincère et une opération immobilière brillante. Et pour mettre ça en musique, ils ont fait appel à un architecte, Paul Regnauld. Qui a eu une approche totalement novatrice. Il a refusé le plan en damier classique, il a dessiné des allées sinueuses qui suivent les dunes pour préserver la végétation. D'accord. Et il a imposé une règle d'or. Chaque villa doit être unique. C'est pour ça qu'on a ce mélange fou de styles, chalet suisse, manoir néo-gothique, folie mauresque. L'article parle d'un musée architectural à ciel ouvert, et c'est exactement ça. L'auteur nous donne aussi un détail touchant sur le nom de ces villas. Beaucoup ont des prénoms féminins. Oui, la Villa Teresa, la Villa Marguerite, c'était une coutume. Les riches industriels offraient ces demeures à leurs épouses ou à leurs filles. Chaque nom de villa, c'est un fragment d'histoire familiale, une chronique intime du Second Empire. Un patrimoine magnifique, mais qui va être un cauchemar à entretenir. C'est clair. Et le contraste est saisissant quand on passe de cette opulence à l'autre icône du bassin, bien plus rustique, les cabanes chanquées. Le contraste est total, oui. Si les villas sont nées d'une vision un peu spéculative, les cabanes chanquées, elles, sont le pur produit de la nécessité. C'est-à-dire? L'histoire de la première cabane est géniale. On est en 1883. Un ostréiculteur, Martin Pivert, en a juste marre de se faire voler ses huîtres la nuit. C'est une histoire de vol? Le grand symbole poétique du bassin est né d'un problème de vol. Exactement. C'est le triomphe du pragmatisme. Il se dit « Comment je peux surveiller mes parcs tout le temps ?» Et il a cette idée, construire une cabane sur pilotis au milieu de l'eau. On tour de guet. C'est génial! La forme est dictée par la fonction, sur pilotis parce que des marées, en bois parce que c'est les matériaux locaux. Ce qui était une solution pratique est devenu, avec le temps, un emblème poétique. Et cette ingéniosité, on la retrouve aussi sur l'eau, avec le bateau du bassin, la pinasse. La pinasse, c'est la réponse parfaite à l'environnement du bassin. Elle est en bois de pin, avec un fond plat et un très faible tirant d'eau. Tri veut dire qu'elle peut aller partout? Précisément. Elle se faufile dans les estèses, ces petits chenaux entre les bancs de sable. N'importe quel autre bateau s'échouerait. Elle a bien sûr évolué, de la voile au moteur, mais son design de base n'a pas changé. Mais ce que souligne l'article, et c'est peut-être le plus important, c'est que ce n'est pas juste un objet de musée. C'est un savoir-faire qui est encore vivant. C'est le point crucial. Il reste une poignée de charpentiers de marine qui savent construire une pinasse dans les règles de l'art. C'est un artisanat d'une valeur inestimable. L'auteur a cette très belle phrase « Voir une pinasse glisser sur le bassin au coucher du soleil, c'est voir notre histoire en mouvement. C'est très beau. Mais ces charpentiers, ils sont nombreux. C'est un métier qui se transmet ou c'est en voie de disparition? » C'est une espèce très menacée. Construire une pinasse en bois, ça coûte cher, ça demande un temps fou, la relève est difficile. Chaque charpentier qui part à la retraite sans avoir formé quelqu'un, c'est un pan de cette histoire qui risque de sombrer. Et cette culture vivante, elle bat son plein dans les ports ostréicoles. Quand on va à Gujan-Mestras, au Canon, on est tout de suite dans une atmosphère unique. Ah oui, Les cabanes colorées, l'odeur de la marée, le bruit des machines qui trient les huîtres. l'article insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas un décor. Ce n'est pas un village-musée pour les touristes. C'est un écosystème de travail vivant. Ce qu'on sent, ce qu'on entend, c'est le travail. D'accord. Les ostréiculteurs d'aujourd'hui, ce sont les héritiers de générations qui ont façonné ce paysage. Ils perpétuent des gestes très anciens au rythme des marées. Du coup, quand on va dans une cabane pour déguster une douzaine d'huîtres, on n'est pas juste un client. Non,
On entre pour un instant dans un atelier, dans une histoire de famille. La source le dit très joliment, c'est un acte de connexion avec le territoire. Ce n'est pas une simple transaction, c'est une rencontre avec ceux qui font vivre le bassin. On ne goûte pas seulement une huître, on goûte une histoire. On goûte un savoir-faire, un paysage, voilà. Alors, si on rassemble toutes ces pièces, les tombes, les cicatrices des pins, les villas, les cabanes, les pinasses, on comprend l'idée centrale de l'article. La vraie valeur du bassin, elle est bien plus profonde que la vue sur mer. Sa valeur, c'est cette épaisseur historique et cette authenticité. Mais c'est un héritage qui est aussi très fragile. Il ne survit pas par magie. Et c'est là qu'interviennent ceux que la source appelle les veilleurs du patrimoine. J'aime beaucoup cette expression. Elle est très juste. Ces veilleurs, ce sont les associations qui collectent la mémoire des anciens. C'est le parc naturel marin. Ce sont les derniers artisans, les ostréiculteurs. Sans eux, le bassin ne serait qu'une station balnéaire de plus. Ce qui amène l'auteur, en tant que pro de l'immobilier, à une conclusion assez radicale. S'installer sur le bassin, c'est pas juste un investissement. Non, c'est hériter d'une responsabilité collective. C'est comprendre qu'on devient le dépositaire d'un fragment de cette histoire, qu'on rejoint une communauté qui a le devoir de protéger ce qui rend ce territoire unique. L'article se termine d'ailleurs sur une pensée qui sonne presque comme un avertissement. Il dit que le bassin n'est pas un décor, mais un organisme vivant. C'est une métaphore très puissante. Un organisme vivant, ça peut être blessé. Chaque villa défigurée, chaque savoir-faire qui disparaît, chaque coin de nature bétonné, ce sont des cellules de cet organisme qui meurent. Et une fois qu'elles sont mortes, elles ne reviennent pas. Voilà. La préservation de ce lieu unique commence donc par la simple connaissance. Savoir tout ça, comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Et c'est là que l'article nous laisse avec cette phrase finale qui dépasse largement l'immobilier pour toucher à quelque chose de plus profond, de plus personnel. Laquelle? Parce qu'au final, on n'achète pas qu'un lieu, on choisit une vie.